Bonjour, bienvenue dans notre cours POL 205, Institutions et sociétés canadiennes. La séance d'aujourd'hui sera consacrée au multiculturalisme au Canada. Le multiculturalisme, donc, dans le cadre de ce cours, de ce qu'on entend par multiculturalisme, ça désigne en fait la politique officielle du Canada en matière d'intégration et de gestion de la diversité ethno-culturelle. En fait, le Canada a pour politique officielle cette manière de gérer, d'aborder, de traiter les différences ethno-culturelles qui existent parmi les citoyens qui habitent au Canada aujourd'hui. On sait que le Canada est un pays d'immigration. Il accueille bon an, mal an entre 300 et 350 000 immigrants annuellement. Dans le cas du Québec, on a à peu près un peu moins que 50 000 immigrants par année. Donc, cet apport de nouveaux citoyens avec les cultures qui leur sont propres, qui appartiennent à leur culture d'origine, d'où ils sont partis de leur pays, donc va se traduire par l'existence d'une diversité ethno-culturelle, notamment dans les grands centres urbains qui accueillent une bonne partie de ces immigrants, qu'on peut passer à Vancouver, Toronto ou à Montréal, bien sûr. Donc, le multiculturalisme désigne cette politique officielle pour gérer cette diversité ethno-culturelle. En fait, si on cite la loi sur le multiculturalisme adoptée en 1985, on peut voir, cette politique se veut le reflet de la diversité culturelle et raciale de la société canadienne et se traduit par la liberté pour tous ses membres de maintenir, de valoriser et de partager leur patrimoine culturel, patrimoine de culture. Donc, le multiculturalisme, en fait, il cherche à valoriser dans l'espace public, j'insiste beaucoup cette distinction entre l'espace public et l'espace privé, dans l'espace public, la diversité ethno-culturelle. C'est-à-dire que les citoyens sont encouragés à maintenir dans l'espace privé leur culture qui leur sont propres. Dans l'espace public, ils sont même appelés à partager ces cultures avec les autres citoyens canadiens. Donc, l'espace public est un espace qui est accueillant pour l'ensemble de cette diversité ethno-culturelle. Donc, c'est surtout donc dans l'espace public qu'intervient ici le multiculturalisme. Il implique donc la reconnaissance par l'État canadien, officiellement, de l'existence d'une diversité et cette diversité doit être encouragée, valorisée, célébrée par l'État canadien et ses institutions. Donc, l'État canadien n'est pas simplement, n'a pas uniquement une posture de neutralité à l'égard de cette diversité, donc en encourageant aucune. Au contraire, il les valorise toutes. Il met donc en valeur cette diversité, cette culture qui sont celles de leurs citoyens, notamment des citoyens nouvellement établis au Canada, celles des cultures immigrantes, par exemple. On peut voir que l'origine du multiculturalisme au Canada remonte à ce qu'on a appelé la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, communément appelée la Commission Lorando-Dunton. C'est une commission qui est mise sur pied en 1963 par le premier ministre Pearson, premier ministre libéral. En fait, dans un contexte bien particulier, nous sommes dans les années 60, en 63. Vous savez que le Québec est traversé par des changements sociaux importants, changements politiques importants, autour de ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Le régime canadien, le régime fédéral, est conscient de ces bouleversements et surtout bien conscient de la montée du nationalisme québécois au Québec. Donc, pour réagir à cela, l'État canadien va donc mettre en place ici une commission pour étudier l'État dans lequel se trouvent les populations canadiennes françaises au Canada. On s'appelle quelques points importants statistiques qui sont relevés dans le travail préliminaire de la commission de Lorando-Dunton. Par exemple, 83% à l'époque, 83% des administrateurs et des cadres au Québec sont anglophones. Alors que la population anglophone ne fait pas 83% à l'époque. C'est plutôt le contraire. La population francophone est de l'ordre de 85-86%. À cette époque, les francophones ont un revenu moyen inférieur de 35% à celui des anglophones. Et même, on peut voir, les francophones arrivent à cette époque au 12e rang dans l'échelle des revenus selon l'origine ethnique, juste devant les Italiens et les Amérindiens. À l'époque, là, on est en 1963. Les choses ont changé depuis. Donc, à l'époque, le Canada va mettre sur pied cette commission d'enquête pour justement voir qu'est-ce qu'il y en est de la situation des francophones dans le cadre canadien. Donc, son mandat est explicite, c'est faire enquête et rapport sur l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme. C'était la manière à l'époque qu'on a de concevoir le Canada, comme en quelque sorte une entente tacite, c'est pas explicite, c'est pas dit dans la Constitution, entre deux peuples fondateurs en quelque sorte, qui sont à la fois les Canadiens français et les Canadiens anglais. Donc la Commission part de ce constat, donc faire enquête et rapport sur l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme, et de recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d'après les principes de l'égalité entre les deux peuples qui l'ont fondée.
compte tenu de l'apport des autres groupes ethniques à l'enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport. Donc la commission Laurent Danton se veut une commission pour faire le point essentiellement sur la question des francophones à l'intérieur du régime canadien. Il va découler de cela, de cette commission, l'adoption en 1969 de la loi sur les langues officielles qui reconnaît que le français est une langue officielle au Canada, au même titre que l'anglais. Donc, depuis 1969, le Canada est un pays officiellement bilingue. Donc ça, on le doit directement à la Commission royale d'enquête, Commission Laurent Danton. Ça, c'est pour l'aspect bilinguisme. On va le voir que le biculturalisme qui accompagnait donc l'esprit de cette commission va changer, va évoluer vers la reconnaissance davantage d'un multiculturalisme. Donc on préserve le bilinguisme, on l'inscrit même dans la loi, et la loi sur les langues officielles fait du Canada un État bilingue, mais on abandonne l'idée du biculturalisme au profit du multiculturalisme. C'est là donc la véritable origine de cette approche multiculturelle qui caractérise aujourd'hui le Canada. Donc, ce qu'on a, pour bien comprendre, jusque dans les années 60, le Canada accueillait des immigrants. Bon, il faut dire que jusque dans les années 60, la plupart des immigrants qui arrivaient ici, qui s'établissaient au Canada, venaient surtout d'Europe, voire de l'Europe de l'Ouest. Donc, on accueillait un bon nombre d'Italiens, des Grecs, on a accueilli des Français, bien sûr, des Britanniques, des Allemands, des pays scandinaves, des Espagnols. Mais la plupart, donc, de ces peuples qui pratiquaient une langue plus proche de l'anglais ou du français, pratiquaient une religion qui était généralement chrétienne, catholique ou protestante. Donc, le travail d'intégration culturelle de ces populations se faisait généralement assez bien, aisément, on pourrait dire. À partir de 1960, on voit l'arrivée de nouvelles souches d'immigration qui viennent de partout sur la planète. Là, à ce moment-là, on voit que l'intégration pose un plus grand défi pour certaines de ces populations. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut bien voir, jusque dans les années 60, l'immigration impliquait nécessairement, pour le nouvel arrivant, une assimilation à la culture d'accueil, celle du Canada français ou Canada anglais dans tous les cas. Donc l'assimilation consiste, en termes sociologiques, littéralement, à l'abandon de sa propre culture d'origine et l'intégration complète à la culture d'accueil, en abandonnant par exemple sa langue, son style de vie, voire même sa foi. Donc ça, c'est le modèle qui prévaut jusque dans les années 60. Comme je le disais tantôt, l'immigration à ce moment-là est essentiellement blanche. Elle vient d'Europe de l'Est. On le voit donc, le processus assimilationniste passe par l'intégration, l'abandon littéralement de ces cultures. Donc à partir des années 60, on voit, donc je l'ai déjà mentionné, de nouvelles vagues d'immigration. Et s'ajoute à cela également la domination plus grande de ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie libérale, qui se traduit par une contestation de ce modèle assimilationniste, au profit d'une reconnaissance, d'un accueil de cette diversité ethnoculturelle. Une plus grande place va être faite à cet accueil, à cette diversité ethnoculturelle à l'intérieur même du régime canadien, qu'on pouvait le voir auparavant, où on appelait précisément les cultures immigrantes à s'assimiler à la culture canadienne. Donc c'est là qu'apparaît ici cette préoccupation pour le multiculturalisme. Donc, le modèle du multiculturalisme repose sur ce qu'on appelle le libéralisme politique. Quelques grands principes. D'abord, souvent l'approche libérale, la société est composée essentiellement d'individus. C'est-à-dire que la société, ce n'est pas un ensemble de communautés, de nations ou de peuples, ce sont essentiellement des individus. Et ces individus doivent être protégés de toute forme de discrimination, et c'est là que l'État intervient pour protéger les individus sous la forme de grands projets de loi ou de grandes lois qu'on appelle dans le cas canadien, par exemple, la Charte des droits. En anglais, c'est le Bill of Rights, c'est la Déclaration des droits et de la liberté. Et au Canada, c'est la Charte des droits et libertés. Donc, la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, l'État est là pour protéger tous les individus de toute forme de discrimination dont ils pourraient être les victimes. Donc, ça, c'est l'approche libérale. Deuxième aspect, la culture nationale, quand on saisit la société à l'aide de la lunette libérale, pardon, donc on voit que la culture nationale n'est jamais rien d'autre que l'ensemble des cultures de ses citoyens. Hein? Donc, c'est rien d'autre que l'addition des cultures des individus qui habitent le Canada ou le pays à ce moment-là. Donc, la culture nationale n'est rien d'autre que cela. On tend à biffer ou mettre de côté l'aspect historique d'une telle culture, pour mettre l'accent davantage sur
la culture qui est celle des citoyens tels qu'ils existent actuellement au Canada. Et dans ce contexte, donc, on cherche à valoriser cette diversité ethnoculturelle. Ça va être valorisé officiellement, célébré par l'État canadien. Donc, on va valoriser donc les cultures, cette diversité ethnoculturelle qui se présente dans l'État telle qu'elle se présente au moment où on dresse le portrait de cette diversité. Dans ce cas-ci, les minorités ne doivent plus faire l'objet de discrimination de la part de la majorité. Si historiquement la majorité appartenait à une seule et même culture nationale, et cette majorité avait le désir de préserver cette culture nationale, notamment en encourageant les immigrants à intégrer cette culture, avec l'approche multiculturelle, on met de côté ce principe davantage pour se montrer plus accueillant des cultures minoritaires. En ce sens, il est difficile à ce moment-là d'établir une forme de hiérarchie entre la culture majoritaire nationale et celle des nouveaux immigrants. Toutes ces cultures, qu'elles soient celles appartenant aux minorités ou à la majorité, sont donc valorisées de manière équitable en quelque sorte, sans discrimination aucune. Donc c'est ici ce qui caractérise l'approche multiculturaliste. Donc le multiculturalisme serait inscrit donc comme approche dans le combat plus large qu'on a appelé par exemple le droit des minorités, le combat antiraciste qu'on connaît bien aujourd'hui, très contemporain, et plus largement les combats post-colonialistes. Donc le multiculturalisme cherche à transformer la manière dont la majorité avait historiquement saisi sa culture et cherché à l'imposer aux autres, aux immigrants qui étaient accueillis par l'État, par le pays. Donc ça, on cherche à transformer cette manière de faire pour se montrer accueillant de toute la diversité, de toutes les cultures, y compris celles des nouveaux immigrants qui viennent s'établir dans le pays, qui sont encouragés à préserver leur propre culture. Donc, si on a à définir ici quelques principes généraux du multiculturalisme, allons-y avec les grands principes. D'abord, la caractéristique principale, c'est que le multiculturalisme repose sur une ouverture à la diversité culturelle. C'est-à-dire qu'elle se préoccupe de reconnaître, de valoriser et d'encourager l'ouverture à la plus grande diversité ethnoculturelle. On est loin du modèle assimilationniste qui n'en avait que pour une seule culture, la culture nationale, à laquelle tous les citoyens devaient adhérer. Ici, on valorise au contraire, c'est quelque chose de positif. On valorise cette diversité ethnoculturelle au détriment de la culture nationale unique. Deuxième élément, le droit à l'expression de la diversité culturelle. C'est-à-dire que toutes les personnes, que ces personnes-là soient issues de l'immigration plus récente ou que ces personnes-là soient établies donc, parmi la population dite de souche depuis plusieurs générations, toutes ces personnes ont le même droit à valoriser, mettre de l'avant dans l'espace public leur propre culture nationale. Donc, à ce sens, donc, les immigrants récents ont le même droit que prenons le cas du Canada français, que les Canadiens français, aujourd'hui les Québécois, de mettre de l'avant dans l'espace public leur culture. Donc, ici, il y a un droit qui est partagé par tous pour mettre de l'avant leur culture dans l'espace public, j'insiste. Évidemment, il y a un principe qui repose sur la forme d'une tolérance. Donc, on tolère dans cet espace la reconnaissance, le partage. Donc, c'est le principe libéral de la tolérance qui est très important. Ici, on accepte que les cultures puissent cohabiter et on reconnaît une forme d'équivalence entre elles. Donc, on est très loin de l'idée d'une forme de hiérarchie entre ces cultures, comme si la culture, par exemple, nationale, historique, traditionnelle, était plus importante que... Non, non, toutes les cultures doivent être reconnues comme étant sur le même pied d'égalité. L'hypothèse de sécurité contact, c'est que l'idée que plus un groupe culturel est en contact avec d'autres cultures et plus sa culture est valorisée dans l'espace public, mieux sont les chances pour cette culture d'être valorisée et surtout de se sentir mieux intégrée. Donc, l'idée ici, c'est que si une culture est reconnue par l'État et dans l'espace public, bien, il y a plus de chances que les membres de cette culture se sentent mieux intégrés à la société d'accueil. Donc, c'est un principe sociologique assez élémentaire. Donc, le multiculturalisme repose sur ce principe de l'accueil et de l'intégration qui contribue à une meilleure intégration de tous les immigrants. Le principe ici, c'est que la diversité est perçue comme étant un élément structurel de l'unité du pays. Donc, la culture n'est plus celle d'une seule culture, une culture dite nationale. La culture nationale se décline toujours sous une forme plurielle,
multiculturel. Donc, l'unité du pays procède de la diversité de ses cultures, celle de ses citoyens. On y va à une interprétation plus politique de ce principe, c'est bien sûr, c'est une fois qu'on admet que toutes les cultures s'équivalent dans l'espace public et tous les gens ont droit de valoriser dans l'espace public, mettre de l'avant leur culture dans l'espace public, cela participe d'un principe plus général que tous les citoyens ont les mêmes droits, donc les mêmes chances ici. Donc c'est le principe de droit à l'égalité des chances qui est inscrit dans la logique libérale politique. Enfin, cela découle de cela une manière, donc, non seulement de valoriser, mais de gérer cette pluralité ethnoculturelle. Donc, le multiculturalisme canadien, c'est pas uniquement une approche, une manière d'être, d'apprécier les cultures, mais c'est aussi une manière pour l'État canadien de gérer cette diversité ethnoculturelle. Donc, je tire ici ces 7 principes d'un texte de Rainer Geisler, un Allemand qui résume très bien, je pense, l'approche multiculturelle. Il questionnait ici à savoir si ce modèle était dans son article de 2003, c'était une approche qui pouvait prévaloir en Allemagne. Là. Donc, multiculturalisme ou c'est un modèle für Deutschland. Poursuivons. Nous avons au Canada, donc, et je vais illustrer ici déjà d'emblée, là. Au Canada, on a choisi le modèle multiculturel comme approche pour la gestion de la diversité ethnoculturelle. Cela se traduit par cette image qui est propre au Canada, que le Canada offre l'image d'une mosaïque culturelle. Donc, on le voit ici, le drapeau canadien, qui est constitué d'images de plusieurs personnes, citoyens. Donc, le Canada est une mosaïque. Les États-Unis ont un autre modèle d'intégration. On est loin du modèle assimilationniste qui prévalait encore aux États-Unis jusque dans les années 60. Depuis les années 60, les États-Unis ont davantage travaillé à la construction d'un modèle, ce qu'on appelle le melting pot, ou le creuset. Donc, on peut le voir comme on le voit avec cette image ici. On a des gens qui arrivent dans un creuset, hein, dans un bol. Donc, dans ce bol, on met tous les gens d'origines diverses, mais au terme d'un brassage culturel, ils en ressortent tous comme de bons petits États-Uniens. On les voit sortir avec le drapeau. Donc, le modèle états-unien contribue à une forme de mélange des cultures au terme duquel, de ce mélange, émane une culture nationale états-unienne. Alors que le Canada, son modèle est celui de la mosaïque, c'est-à-dire qu'on refuse l'idée qu'il puisse exister une seule culture nationale canadienne, puisque par définition, la culture nationale canadienne n'est rien d'autre que l'ensemble des cultures diversifiées des citoyens canadiens. Donc, on est une image très différente. Ça, c'est pour les 2 principaux modèles, le melting pot états-unien et la mosaïque multiculturelle canadienne. Le 3e modèle est celui du modèle républicain à la française. Dans le cas français, donc, fait intéressant, c'est que la France est une société d'immigration également comme le Canada. Donc, elle accueille, la France, de très nombreux immigrants annuellement, à travers un mécanisme qui n'est pas celui de l'immigration. Donc, il n'y a pas de ministère de l'immigration en France. On obtient ces papiers, en quelque sorte, de naturalisés français au terme d'un processus qui est plus complexe que le nôtre, ou du moins qui est différent, disons, que le processus canadien. Mais dans tous les cas, dans le cas français, on reconnaît que l'intégration de la nation doit passer par l'adhésion à certaines cultures communes et le maintien de certains traits culturels dans le domaine privé. C'est-à-dire que la France reconnaît que pour être français, il faut accepter minimalement de se reconnaître dans certaines cultures, certains traits culturels communs. Donc, on est très loin là, du modèle canadien. En fait, il faut, par exemple, donner un exemple, il faut adhérer à l'idée que la France est une république indivisible, laïque, donc le principe de la laïcité, démocratique et sociale. Si on se refuse à reconnaître ces principes, ben, on ne peut pas être naturalisé français. Donc, c'est une conception très différente de ce qu'on a au Canadien. Au Canada, on peut demeurer soi-même, on ne demande pas aux immigrants de souscrire à des valeurs autres celui que de tolérer le multiculturalisme. Dans le cas français, on amène les immigrants à souscrire à certaines valeurs communes à la France, qui fait la France précisément. Si bien qu'en France, par exemple, il est interdit de tenir des statistiques sur les origines raciales des citoyens français. Pourquoi? Parce que précisément, pour être français, on met de côté ce qui divise les Français. On est français parce qu'on est français, on souscrit à un certain nombre de valeurs universelles et communes à tous. Donc, à la différence du Canada qui valorise la diversité, la République française met de côté cette diversité
au profit de valeurs universelles partagées par tous les Français, quelles que soient leurs origines ethniques, quelle que soit la couleur de leur peau, ou quelle que soit leur foi ou leur pratique religieuse. Donc, c'est une approche, bien sûr, fort différente de ce qu'on trouve dans le modèle canadien. Donc, dans le cas canadien, le multiculturalisme va trouver sa voie dans le droit, notamment à travers la Charte canadienne des droits et libertés, qui précisément reconnaît le caractère multiculturel du Canada, comme on peut le voir. Donc, la Charte adoptée en 1982, on se rappelle, c'est une charte de droit qui a intégré la loi constitutionnelle de 1992, ça fait donc partie de la Constitution canadienne, stipule par exemple à l'article 27 que toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Donc, c'est un article interprétatif, c'est-à-dire que la charte ici doit être, les articles de la charte qui précisent quels sont les droits auxquels tous les Canadiens, précisément, ont droit. Je peux passer, par exemple, prendre l'exemple l'article 12. L'article 12 dit « Chacun a droit à la protection contre tout traitement ou peine cruelle et inusitée. » Lorsqu'un juge ou un législateur va se saisir de cet article, à ce moment-là, il pourra interpréter qu'est-ce que ça signifie une peine cruelle ou inusitée. À ce moment-là, l'article 27 est un principe interprétatif qui peut guider le législateur ou le juge pour donner un sens interprété ici sur ce que signifie peine cruelle ou inusitée. Donc, c'est en quoi le multiculturalisme est bien inscrit au cœur même de la Charte parce que c'est un principe interprétatif de tous les autres articles qui suivent. Et en outre, la Charte favorise l'élimination des manifestations de discrimination en garantissant à tous l'égalité et la justice devant la loi, sans égard à la race ou à l'origine ethnique. Donc, la Charte prévoit, par exemple, que, l'article 15.1, la loi ne fait exception de personne et elle s'applique également à tous. Et à tous ont droit à la même protection, au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. Qu'est-ce qu'on entend par discrimination? Notamment des discriminations fondées sur la race, sur l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Donc, les Canadiens sont protégés de toute forme de discrimination. Ça, c'est l'article 15.1. Et à ce moment-là, le multiculturalisme vient ici ajouter ici, parce que non seulement ils sont protégés de toute forme de discrimination, mais la Charte vient préserver leur possibilité de pouvoir promouvoir leur bagage multiculturel également. Donc, le gouvernement canadien adopte en 1982 la Charte canadienne des droits et libertés qui précise d'emblée dans son principe interprétatif que le Canada ou les Canadiens ont une culture multiculturelle. En 1985, le gouvernement canadien, sous Brian Mulroney, va aller un peu plus loin. Il va adopter ce qu'on appelle la loi sur le multiculturalisme canadien. Alors, cette loi donc précise précisément, donc, on établit ici que on reconnaît le fait que le multiculturalisme reflète la diversité culturelle et raciale de la société canadienne et se traduit par la liberté pour tous ses membres de maintenir, de valoriser et de partager leur patrimoine culturel, ainsi qu'à sensibiliser la population à ce fait. Donc, on reconnaît explicitement ici le multiculturalisme de la population canadienne. On précise l'article B, on reconnaît le fait que le multiculturalisme est une caractéristique fondamentale de l'identité et du patrimoine canadien et constitue une ressource inestimable pour l'avenir du pays, ainsi qu'à sensibiliser la population à ce fait. On ne parle pas ici explicitement de culture nationale, on parle du patrimoine canadien, mais on reconnaît en quelque sorte ici que la culture officielle du Canada est celle du multiculturalisme canadien. On va plus loin, à l'article D, on dit « On reconnaît l'existence de collectivités dont les membres partagent la même origine et leur contribution à l'histoire du pays et à favoriser leur développement. » C'est-à-dire que le gouvernement canadien reconnaît l'existence de collectivités, on dira plus généralement de communautés culturelles, qui, elles, vont être valorisées, soutenues par le gouvernement fédéral à travers un organisme qui s'appelle Patrimoine canadien. Patrimoine Canada. Donc, Patrimoine Canada a un programme précis qui soutient financièrement les communautés culturelles pour que ces communautés puissent mettre de l'avant, dans l'espace public, leur culture. Donc, c'est un programme bien précis qui est soutenu par Patrimoine Canada. Donc, ce programme dont bénéficient plusieurs groupes au Canada. Donc, on va voir ici quels sont ces groupes avec le rapport de 2016-2017. Je reprends un rapport plus récent, mais on aura à peu près le même portrait. Donc, voyons voir quels sont ces groupes qui bénéficient. Donc voilà, si on regarde ici par exemple le programme multiculturalisme en 2016-2017, voyons un peu où Patrimoine Canada, ou quels sont les organismes que va soutenir Patrimoine Canada. Donc on descend ici les objectifs du programme.
On peut voir ici, par exemple, quels organismes vont profiter. Par exemple, on a un organisme bénéficiaire, le Sharing of Cultures, qui est à Saint John's, Terre-Neuve. Donc, vont recevoir, ils vont valoriser la culture des jeunes. Fondation Filles d'Action, le Conseil canadien des femmes musulmanes, par exemple, ont touché des fonds par patrimoine canadien. De Al Rasoul Islamic Society Center, donc un organisme musulman, bien sûr. La Société canadienne pour Yad Vashem, donc Mémoire pour les Juifs, l'Holocauste. Donc, ce sont des organismes qui touchent des sommes qui sont soutenues par le Patrimoine Canada, précisément parce que le Canada reconnaît que la culture canadienne est enrichie par la présence de ces cultures distinctes. Donc, c'est l'approche multiculturaliste. En pratique, réellement, qu'est-ce que ça donne? Bien, voilà ce qu'on a ici avec cette approche. Donc, poursuivons avec l'application du multiculturalisme. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Un des éléments les plus clairs de l'approche multiculturaliste, est ce qu'on appelle la pratique des accommodements raisonnables. Bon, c'est pas une pratique qui est propre uniquement au multiculturalisme canadien, parce qu'on le trouve par exemple aux États-Unis, mais dans le cas canadien, c'est vraiment directement dans le prolongement de cette approche multiculturelle. C'est une pratique d'inspiration libérale anglo-saxonne. C'est-à-dire que l'accommodement raisonnable s'appuie sur la Charte canadienne des droits et libertés, notamment l'article 2, plus précisément la liberté de conscience et de religion. La pratique de l'accommodement raisonnable repose sur le principe que un règlement s'applique indistinctement à tous les citoyens. Toutefois, il peut arriver qu'un citoyen, en raison précisément d'une pratique religieuse qui lui est propre, par exemple, les accommodements raisonnables, ce n'est pas uniquement sur les fondements religieux, mais ce sont les plus importantes demandes d'accommodement qu'on a eues, par exemple, ces dernières années. Donc, quelqu'un qui pratique une religion particulière peut faire la demande formelle d'un accommodement au règlement pour accommoder sa pratique religieuse. Tant aussi longtemps, et la demande, donc, ne peut pas être refusée par l'organisme tant et si longtemps que les mesures pour accommoder cette personne apparaissent raisonnable. Donc, on ne définit pas qu'est-ce que ça veut dire raisonnable. Donc, ça laisse une place à interprétation. Mais l'idée, c'est que pour accommoder donc la pratique de certains individus, notamment les pratiques religieuses, à ce moment-là, on peut accommoder les règlements. Le cas le plus célèbre, là, qui va, dans le cas québécois qui nous intéresse, c'est celui du cas de Multani contre la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Alors, on était en 2002. Le jeune homme ici, un élève sikh, Multani, donc il poursuit son cycle scolaire au secondaire, et à ce moment-là, lui, tel que le prévoit le sikhisme, la religion sikh, à partir de l'adolescence, les jeunes garçons doivent normalement porter sur eux un petit poignard. Ce qu'on appelle le kirpan, comme on peut le voir sur la photo ici. Donc, le kirpan fait partie des traditions du sikhisme. Donc, à ce moment-là, lui, il doit le porter. Donc, il va à l'école avec ce kirpan. L'école lui dit, ben non, vous ne pouvez pas aller à l'école avec un couteau, parce qu'évidemment, le règlement scolaire prévoit que les élèves ne peuvent pas aller à l'école avec des armes, ce qui va de soi. Bon, lui, il va questionner ce règlement en disant, non, non, écoutez, c'est pas une arme, c'est un kirpan, donc c'est un symbole religieux. Ah, il va s'en suivre une querelle qui va porter devant les tribunaux. L'école va stipuler que l'étudiant ne peut pas être admis que son kirpan. La commission scolaire Marguerite Bourgeois va maintenir la décision prise par l'école. Il va y avoir une tentative d'accord, par exemple, pour faire en sorte que son kirpan soit cousu, attaché, par exemple, dans une étui, de sorte qu'on ne puisse pas vraiment le retirer. Donc, à ce moment-là, ça pose beaucoup moins de problèmes. Alors, bon, l'étudiant va refuser ces accommodements-là. Et ça va monter, bien sûr, en Cour suprême. La Cour suprême du Canada va statuer que, effectivement, l'école Marguerite Bourgeois est tenue d'intégrer l'étudiant avec son kirpan dans la mesure précisément où sa pratique religieuse l'oblige à porter un tel signe religieux. Donc, ici, on a vu la Cour suprême stipuler que cet accommodement-là était raisonnable sur la base du fait que si on ne lui autorisait pas, on venait qu'à ce moment-là brimer la Charte canadienne des droits et libertés, notamment l'article 2, qui permet la liberté de religion pour tous les citoyens canadiens. Par la suite, il y en a une série d'autres de cas qui ont défrayé la manchette dans les médias au Québec, mais ça, c'est le cas le plus connu. Donc ici, on a un règlement qui s'applique à tous, mais ici, on a quelques dérogations
pour certains qui en feraient la demande sur des bases légitimes de pratiques religieuses. D'autres cas connus portent sur, par exemple, l'aménagement d'un horaire qui fait en sorte que quelqu'un qui pratique une religion qui lui interdit de travailler le dimanche, par exemple, fait en sorte que son horaire de travail, on ne mettra pas de bloc de travail le dimanche, il travaillera plutôt les autres journées de la semaine. Donc, des aménagements comme ça, on en a vu, ils sont une pratique courante dans toutes les organisations et les organisations sont tenues par la loi, par la Charte canadienne de la liberté, par le jugement de la Cour suprême, d'accommoder donc les clients, les usagers et les citoyens en général. Évidemment, l'autre élément qui illustre ici une divergence fondamentale puis là, on n'a pas le choix de reconnaître, entre une façon dominante de penser le rapport de religieux dans l'espace public, c'est, notamment au Québec, c'est celui de la question de la laïcité. Pourquoi je l'aborde ici? C'est parce que ça nous permet de voir ici dans quelle mesure le multiculturalisme, avec la valorisation du multiculturalisme et des diversités religieuses notamment, est en quelque sorte en porte-à-faux avec cet autre principe, qui est celui de la laïcité, qui domine, comme on l'a vu par exemple en République française, en France, et qui, au Québec, avec la loi sur la laïcité qui a été adoptée il y a 2 ans, fait en sorte que l'État québécois est reconnu comme étant laïque. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? Puis là, on va expliquer ici comment ça se heurte au principe du multiculturalisme. Premièrement, le principe de la laïcité reconnaît une séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire que l'Église, elle contrôle comme institution la pratique de la foi, chez ses ouailles, ceux qui pratiquent cette foi, quelle que soit cette foi, quelle que soit cette Église ou cette religion. Et l'Église peut manifester dans l'espace public certaines pratiques religieuses, mais celles-ci doivent être très, très, très limitées. Et dans tous les cas, il importe que l'État n'intervienne jamais dans les affaires religieuses et l'Église dans les affaires de l'État. C'est vraiment une séparation très, très, très nette. C'est un acquis avec la Révolution française ou plus largement la Révolution moderne, la modernité, où ça a permis une séparation nette en ce qui relève de l'Église et de l'État. C'est un principe qui est assez bien inscrit dans plusieurs lois chez plusieurs pays, ce qui fait en sorte que la pratique religieuse est reconnue comme étant relevant de la sphère privée. Vous pouvez croire ce que vous voulez dans la sphère privée. Il peut y avoir ici là quelques manifestations de cette foi dans l'espace public, mais ça doit être très, très, très limité. Alors que l'espace public doit être un espace relativement neutre de toute marque de la foi, par exemple. C'est l'expression, donc, la religion dans l'espace public, dans l'espace privé. Et là, c'est là qu'on voit un rôle actif pour l'État, c'est que l'État doit s'assurer du maintien, par des mesures actives s'il le faut, d'une telle séparation. Hein? On doit s'assurer que l'espace religieux, celui privé, reste dans le privé et que l'espace public en est un neutre. C'est un rôle actif que l'État. Donc, il pourra, par exemple, adopter des lois qui vont interdire, par exemple, le port de certains signes religieux par certains fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. C'est tout le sens, par exemple, de la loi sur la laïcité au Québec, qui interdit, par exemple, aux professeurs, jusqu'au secondaire, primaire et secondaire, le port de signes religieux en classe. Donc, pas tous les professeurs tout le temps, la fin de semaine, le soir, à l'extérieur des heures d'ouvrage, ces enseignants peuvent porter les signes religieux de leur choix. Il n'y a pas de problème. Mais dans l'exercice de leur fonction, en classe, devant les élèves, ils doivent s'abstenir de montrer leur préférence religieuse, donc de porter des signes religieux. Donc, c'est le sens de la loi sur la laïcité au Québec. On peut dire qu'il y a, avec la Révolution tranquille, où précisément, on a vu un abandon de la pratique religieuse, clair chez les Québécois, un sécularisme marqué, une déconfessionnalisation de la société. Donc, le principe de la laïcité s'inscrit en quelque sorte dans le parcours historique québécois, un parcours qui n'est pas le même que le parcours canadien-anglais. Donc là, on a vraiment 2 manières de concevoir le rapport du religieux dans l'espace public. L'autre modèle, qui lui est plus proche du multiculturalisme, ce qu'on peut appeler, ce que moi j'ai nommé dans mes travaux, le sécularisme anglo-saxon. C'est-à-dire que, ici, on reconnaît une séparation entre l'Église et l'État, comme dans le principe de la laïcité. Toutefois, ici, la religion est une affaire privée, mais on lui accorde une plus grande place dans l'espace public. Si bien que, par exemple, la pratique de la laïcité qui interdit aux enseignants de porter des signes religieux dans l'espace public apparaît possible. L'interdit apparaît impossible pour le sécularisme anglo-saxon, puisque ça vient empiéter sur leurs droits fondamentaux de pouvoir pratiquer leur religion, y compris dans l'espace public.
Donc, le sécularisme anglo-saxon n'interdirait pas une telle pratique, par exemple le port de signes religieux par les fonctionnaires. Cela est incompatible avec la conception qu'ils ont de la place de la religion dans l'espace public. Donc le rôle de l'État, dans ce cas-ci du sécularisme anglo-saxon, est seulement de demeurer neutre, c'est-à-dire que l'État ne peut pas encourager aucune religion. Mais n'encourager aucune religion, ce n'est pas interdire à certaines personnes qui pratiquent certaines religions de pouvoir les pratiquer dans l'espace public. Tant aussi longtemps que l'État n'intervient pas pour favoriser l'une ou l'autre de religion, les citoyens peuvent pratiquer la religion de leur choix. Ils peuvent donc exprimer ses préférences religieuses dans l'espace public, en fonction de certaines normes, bien sûr, bien établies. Donc, c'est un rôle fondamentalement différent que ce que l'on trouve dans le cas ici de la laïcité. Donc, ce sont deux manières de voir ici la place du religieux dans l'espace public et surtout le rôle de l'État dans la préservation ou bien de cet espace séparé bien net, c'est le principe de la laïcité, ou au contraire, demeurer strictement neutre. L'État n'intervient pas, mais tolère l'expression de particularisme religieux dans l'espace public, notamment, par exemple, à travers la pratique des accommodements raisonnables de nature religieuse, qui sont encouragés dans la mesure où cela ne trahit pas le principe de la neutralité de l'État, neutralité religieuse. Voilà. J'aimerais ici, en guise de conclusion, vous offrir une courte bibliographie, par exemple, des principaux théoriciens du multiculturalisme. Charles Taylor étant peut-être l'un des plus connus, professeur à McGill, québécois d'origine. Will Kilmica, à qui on doit Multiculturalism Citizenship, professeur à Queen's, à Kingston, en Ontario. Et bien sûr, Gérard Bouchard, à qui l'on doit un traité qui est sur l'interculturalisme. Donc, je n'ai pas abordé cette question-là, mais Gérard Bouchard plaide pour un modèle précisément québécois qui serait une forme d'aménagement du multiculturalisme, mais à la sauce québécoise, en quelque sorte. On le connaît bien parce que Bouchard était avec Charles Taylor, les deux commissaires de la commission Bouchard-Taylor, qui portaient précisément sur la pratique des accommodements raisonnables au Québec. Je vous laisse également avec quelques critiques du multiculturalisme, dont Neil Bissendat, son marché aux illusions, 1994, un très beau livre qui critique fortement le modèle multiculturaliste canadien. Richard Goyer, Nationalism Without Walls, également très critique, une partie perspective plus conservatrice, de même que Jack Garnett-Stein, également un diplômé du Collège militaire. Donc ainsi se termine cette séance consacrée au multiculturalisme canadien. Merci, au revoir.